Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'apportent les nouvelles extensions en termes de règles pour le solo. La rubrique Heroes 3 de l'application et du site web a aussi été mise à jour en fonction des règles solo qu'on peut découvrir dans ces extensions. On commence tout de suite avec l'extension Bataille navale qui nous propose un plateau en néoprène double face. Une face classique, comme on peut voir à gauche, et une face combat naval. En début de partie, vous pouvez décider d'utiliser la partie combat naval si vous avez des tuiles de type mer. La différence avec les combats classiques, c'est que dans un combat naval, vous n'avez pas de case ici. Les unités terrestres doivent donc faire le tour pour pouvoir attaquer, tandis que les unités volantes peuvent passer par-dessus. Dans cet exemple, le roc peut très bien faire 1, 2, 3 et se retrouver derrière la speed. Pareil pour l'océanide, qui est de type volant, elle peut très bien se retrouver derrière le behemoth. Parmi les nouveaux scénarios, on peut vous demander de mettre en place des tuiles de type souterrain. On peut les reconnaître facilement grâce à leur dos. Pour relier une tuile classique à une tuile souterrain, les scénarios vont vous demander de mettre en place un portail souterrain. Soit vous prenez ce jeton-là, ou alors la figurine. Le portail ne peut pas être placé sur une zone bloquante, ni une zone qui vous permettrait d'avancer dans le scénario. Ici, par exemple, je place mon portail comme ceci. Si un héros arrive ici, il doit dépenser un point de déplacement pour entrer dans le portail. Vous retournez la tuile inexplorée et votre héros est déplacé gratuitement sur la sortie du portail. Concrètement, l'entrée et la sortie du portail comptent comme une même case. Vous n'avez pas à dépenser un déplacement supplémentaire pour découvrir la case souterrain. Les extensions apportent aussi un nouvel élément, les monolithes. Il y a 3 types de monolithes. Le monolithe à double sens, sortie uniquement et entrée uniquement. Bien évidemment, dans le cas d'un monolithe à double sens, quand un héros entre sur cette case, il atterrit directement dans celle-là, et inversement. Par contre, dans ce cas-là, c'est à sens unique. Si un héros entre sur cette case-là, rien ne se passe. Par contre, s'il rentre sur cette case-là, il finira directement sur celle-ci. Lors de mise en place de scénario, vous pouvez avoir cette configuration. Mise en place d'une tuile monolithe à double sens ici, et une autre ici. On peut y mettre dessus les figurines reçues grâce au stretch goal. Et donc, vous l'aurez compris, si un héros se déplace sur cette case monolithe, il est tout de suite téléporté dans l'autre. Il peut y avoir plusieurs monolithes dans un même scénario. Pour les différencier, nous avons 3 couleurs, le noir, le jaune ou le rouge. Autre grosse nouveauté aussi de ces extensions, ce sont les tuiles mères. On peut les reconnaître grâce à leur dos avec des vagues. Alors, comment ça fonctionne? Mon héros est ici. Pour découvrir la tuile mère qui est ici, c'est toujours pareil, il faut dépenser un point de déplacement. Une fois la tuile découverte, si votre héros passe d'une tuile terre à une tuile mer, comme ça, il ne peut plus se déplacer même s'il lui reste des points de déplacement. Les points de déplacement supplémentaires ne sont pas perdus, ils peuvent servir par exemple pour faire durer plus longtemps un combat. Quand votre héros se trouve sur la mer, vous pouvez le remplacer, si vous le désirez, le remplacer par une figurine de bateau. Par contre, si votre héros sort d'une case mer pour aller sur une case terre, il ne perd pas ses points de déplacement et peut continuer son déplacement normalement. Donc la seule chose à retenir ici, c'est que si je passe de terre à mer, je ne peux plus me déplacer, même s'il me reste des points de déplacement. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Je peux sortir d'une tuile mer, aller sur la terre et continuer mes déplacements. Nous avons aussi des nouvelles tuiles, dites tuiles élémentaires. Ici, on a une tuile élémentaire de l'air, du feu et de l'eau par exemple. Il y a aussi bien évidemment la terre. Si votre héros se trouve sur une de ces tuiles, tous les sorts d'une même école qu'il lancera lors de ses combats sur ces tuiles gagnera automatiquement plus 1 en puissance. Ici, mon héros est sur une tuile de feu. Si lors de ses combats, il lance par exemple ce sort, il aura minimum 1 en puissance. Des nouvelles unités arrivent avec cet effet, infliger des dégâts élémentaires. Dans le cas où une unité inflige des dégâts élémentaires, ignorez la défense de l'unité lorsque vous calculez les résultats d'une attaque, comme s'il s'agissait d'un sort. Les dégâts élémentaires ne sont pas affectés par les capacités spéciales des unités, leur permettant de réduire des dégâts d'origine magique. La capacité spéciale de ces cartes vous permet d'ignorer certains effets en fonction de leur provenance, par exemple d'un sort ou d'une école de magie. Effectivement, cette unité ignore les flèches magiques et les sorts de l'école de l'air. Nous allons maintenant parler des jetons. Ces extensions nous apportent pas mal de nouveaux jetons. On va commencer par le jeton temps. Pour symboliser la durée restante d'un effet persistant, vous pouvez utiliser des jetons temps. Placez-en simplement la bonne quantité sur une carte ou sur un jeton possédant tel effet et en enlevez un par manche. Lorsqu'il n'y a plus de jeton temps, l'effet est terminé. Défaussez la carte
ou le jeton correspondant. On a aussi des jetons attaque, pour se souvenir si une unité gagne plus 1 en attaque ou plus 2. Des jetons faiblesse, qui est l'inverse des jetons attaque, pour savoir si l'unité a un -1 ou un -2 au niveau de l'attaque. Le jeton champ de force, qui arrive grâce à ce nouveau sort. Placez cette carte ou un jeton champ de force sur une case vide. Celui-ci compte comme un obstacle jusqu'à la fin du tour de combat, le prochain tour de combat ou ce combat suivant la puissance que vous y mettez. Donc ce jeton est à placer sur une case pour bloquer tout déplacement, sauf les unités volantes évidemment. Lors de vos parties, vous allez remporter ce qu'on appelle des compétences renforcées. Si un effet vous donne un jeton compétence renforcée, vous le mettez sur votre plateau, et au moment où vous obtenez une nouvelle compétence, par n'importe quel moyen, vous pouvez utiliser ce jeton pour avoir l'équivalent de la même compétence, mais en renforcé. Par exemple, si j'obtiens cette nouvelle compétence, vous voyez qu'en effet normal, elle fait gagner 3 pièces, et en effet expert, elle fait gagner 6 pièces. Mais pour utiliser l'effet expert, rappelez-vous, il faut utiliser un symbole expert de votre héros. Donc, si j'obtiens cette carte et que j'utilise un de mes effets compétences renforcées de mon plateau, où je défausse mon jeton évidemment, je transforme immédiatement cette carte par son effet renforcé. Et là, vous voyez que son effet normal est de gagner 6 pièces. Donc, plus besoin d'utiliser un effet expert. Nous avons aussi les jetons de colonie de créatures. On en a 2 types, de niveau 2-3 ou 4-5. En début de partie, vous pouvez décider si vous voulez utiliser ces jetons ou pas. Ces jetons vont servir à recouvrir les cases autrefois inaccessibles. Pour une tuile 4-5, on pioche aléatoirement un jeton colonie de créatures du même niveau que la tuile en question. Et quand cette tuile est révélée, on révèle aussi cette nouvelle tuile. Nous allons voir un peu plus tard dans cette vidéo comment résoudre un combat contre une colonie de créatures. Nous allons le voir plus en détail tout à l'heure, mais il existe aussi des jetons unités nombreuses. Chaque jeton que vous allez tirer aléatoirement indique quelle caractéristique de l'unité va être améliorée, mais pas seulement. Si je prends cette unité et que je place ce jeton sur lui, cette unité va être considérée comme un groupe 2, c'est-à-dire comme une face améliorée d'une unité classique. Ici, les familiers vont avoir 2 d'attaque tant que ce jeton est sur lui. Ce jeton disparaîtra si cette unité subit 2 dégâts ou plus. Lors de ces 2 premiers dégâts, il va perdre son jeton et il va se retrouver encore avec 2 points de vie, mais sans le jeton. Donc à partir de là, il n'infligera plus que 1 dégât jusqu'à sa mort. Certaines attaques ou sorts infligent aussi ce qu'on appelle la corrosion. Si une unité a un jeton corrosion sur lui, sa défense est diminuée de 1. Une unité ne peut pas avoir plus d'un jeton corrosion en même temps. Le jeton reste sur la cible jusqu'à la fin du combat, ou jusqu'un sort ou un autre effet le retire. Nous pouvons aussi retrouver ce type de jeton, c'est un jeton invocation. Certains nouveaux sorts permettent d'invoquer des élémentaires. Lors d'une invocation d'élémentaire, on place l'élémentaire en question sur le champ de bataille, et il dure jusqu'à la fin du combat, ou jusqu'à qu'il meure. Pour indiquer que cette unité est invoquée, on met tout simplement un jeton invocation dessus. Et donc à la fin du combat, ce jeton et l'unité qui est en dessous doivent être défaussés. Dans certaines missions, vous allez vous retrouver avec des jetons tourbillons. La présence d'un jeton tourbillon sur une case indique que celle-ci est connectée à un tourbillon présent sur une autre tuile, permettant ainsi au héros de se déplacer d'une tuile à l'autre. Lorsque vous révélez une tuile mère avec un tourbillon, placez-la en respectant la règle standard. Puis, passez le jeton sur la case indiquée dans la mise en place du scénario. Remarquez que le jeton tourbillon remplace le site initial de la case recouverte. Il ne peut pas être placé sur des cases bloquées, sur d'autres jetons, ou sur des cases contenant des sites nécessaires pour remplir des conditions de victoire du scénario. Vous êtes libre de placer le jeton tourbillon de la manière qui vous convient, dans la mesure où le positionnement respecte les règles ci-dessus. Chaque jeton tourbillon indique un chiffre correspondant à un résultat de dés d'attaque. S'il y a 3 jetons tourbillons sur le plateau, à chaque fois qu'un héros se déplace sur l'un d'eux, lancez un dé d'attaque afin de déterminer où celui-ci se déplace. Si votre jet de dés vous envoie sur le jeton tourbillon sur lequel votre héros se trouve déjà, relancez le dé. Une fois le déplacement résolu, perdez une unité de votre armée, vous pourrez la recruter de nouveau plus tard. Il y a aussi les jetons clones. Vous avez un nouveau sort qui s'appelle clone. Placez un jeton clone sur une unité alliée et un autre sur une case vide adjacente. Le clone agit comme l'unité clonée, mais ne possède qu'un seul point de vie. Donc si on regarde plus en détail dans la règle, il possède les mêmes caractéristiques et capacités spéciales que l'unité clonée, mais ses PV sont seulement de 1 et sa défense est de 0. Cette dernière ne peut pas être améliorée par un quelconque effet extérieur, carte, unité, etc. Ainsi, si le clone subit un dégât, venu d'une attaque ou d'un sort, il périt. Le clone n'hérite d'aucun effet ayant été joué sur l'unité originale. Les valeurs d'attaque et l'initiative ainsi que les capacités spéciales du clone sont les mêmes que celui de l'unité clonée. Si l'unité clonée est retirée du plateau de combat, retirez également son clone. Il ne reste plus qu'à vous parler d'un type de jeton, piège et sable mouvant, qui vous serviront pour ces 2 sorts. Par exemple, le piège, mélangez et placez jusqu'à X jetons piège, face cachée, sur des cases vides au choix. Vous pouvez ensuite regarder l'autre face de ce jeton. Et donc on peut voir que chaque jeton
peut avoir plusieurs phases différentes. Donc si une unité s'arrête sur une case avec ce jeton, il le retourne et il applique l'effet qu'il y a derrière. Ici, c'est prendre 2 dégâts. Et comme ce sont 2 dégâts magiques, sa défense ne compte pas. Il y a à peu près le même fonctionnement pour les sables mouvants. Il suffit de les retourner pour savoir ce qui se passe. Par exemple, ici, si quelqu'un s'arrête sur cette case, on retourne et on peut voir qu'il ne sera pas pénalisé au niveau de ses mouvements par cette case. Par contre, ce jeton-là, si on le retourne, on voit que la case n'est pas barrée, donc le déplacement sera interrompu. Je vous invite à aller voir la section sort pour plus de détails sur ce type de sort spécifique. Nous passons maintenant aux cartes villes, donc une par faction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ces cartes-là serviront surtout pour le multi, mais ils ont une utilité pour le solo qu'on va juste voir après. Alors pour la carte ville, alors, vous pouvez utiliser ces cartes lors de la mise en place pour rendre aléatoire le choix de faction pour les joueurs. Soit mélanger les cartes villes et distribuez-en 2 à chaque joueur. Chacun choisit alors une faction parmi les 2 reçus. Ou alors, mélanger les cartes villes et distribuez-en 2 au premier joueur. Celui-ci choisit une des cartes et passe l'autre au joueur suivant. Le joueur suivant pioche alors une carte ville, puis choisit une des factions parmi les 2 disponibles, avant de passer à son tour la carte restante au joueur suivant. Continuez ainsi jusqu'à ce que chaque joueur et choisir une faction. Lors de certains scénarios, vous allez tomber sur ce qu'on appelle une ville aléatoire. Lorsque ce site est révélé, prenez le paquet de cartes villes, écartez les cartes représentant les factions déjà en jeu, puis mélangez les cartes restantes et piochez-en une. Désormais, cette case sera défendue par les unités de cette faction. Lorsqu'un héros se déplace sur une case avec une ville aléatoire, il démarre un siège contre ses ennemis. Sauf mention contraire, la ville aléatoire est défendue par un groupe de bronze, 2 groupes d'argent et 2 unités quelques. Or, n'utilisez pas de carte tourelle lors de ce siège. Une autre nouveauté aussi, ce sont les cartes boîte de Pandore. Les cartes boîte de Pandore sont 20 nouvelles cartes du jeu, offrant une nouvelle manière de résoudre les effets du site boîte de Pandore. Alors, en temps normal, quand vous entrez sur cette case-là, vous résolvez l'effet qui est en dessous. Mais en début de partie, vous pouvez décider de ne pas le faire et à la place d'utiliser le paquet boîte de Pandore. Donc c'est tout simple. Au lieu de résoudre l'effet ici, vous piochez une carte et vous résolvez l'effet de la carte. Ensuite, vous la défaussez, etc. Une fois que vous avez résolu l'effet de la carte, vous posez un cube noir ici pour dire que c'est exploré. Ensuite, nous avons aussi l'action d'invocation. Donc, contrairement au sort d'invocation qu'on a vu tout à l'heure, si vous trouvez le moyen de faire une action d'invocation, l'invocation restera dans votre équipe, même à la fin d'un combat. Nous allons parler maintenant du nouvel ajout qui sont les parchemins. Donc ce sont 20 nouvelles cartes que vous pouvez intégrer lors de vos scénarios. Lors de la mise en place, mélangez 10 cartes parchemin dans la pioche artefact. Formez la pioche parchemin avec les cartes restantes. Certains sites ou scénarios pourront y faire référence. Lorsque vous obtenez une carte parchemin, placez-la à proximité de votre fiche héros, puis prenez les 2 premières cartes de la pioche de sort et placez-les face cachée sur la carte parchemin. Considérez-les désormais comme une seule et unique entité. Vous pouvez regarder ces sorts à tout moment et les utiliser comme n'importe quel autre sort, à l'exception des 4 règles suivantes. Un sort issu d'un parchemin ne compte pas dans la limite de sort, ce qui veut dire que vous pouvez également jouer un sort de votre main lors du même tour de combat. Lorsque vous lancez un sort issu d'un parchemin, vous ne pouvez pas augmenter sa puissance d'une quelconque manière et devez utiliser son effet inférieur. Un sort issu d'un parchemin ne peut pas être utilisé pour augmenter la puissance d'un autre sort. Et vous pouvez vendre ces sorts dans un comptoir pour la somme de 2 pièces par sort. Vous ne pouvez posséder que 2 parchemins à la fois. Si vous en gagnez un troisième, piochez les nouveaux sorts normalement, puis décidez si vous souhaitez défausser le nouveau parchemin ou conserver en remplacement d'un autre. Lorsqu'un sort d'une carte parchemin est utilisé ou vendu, la carte sort est détruite. Si une carte parchemin ne possède plus aucun sort, elle est placée dans la pioche parchemin, formée lors de la mise en place. Nous avons aussi une rubrique appelée paramètres avancés. Ces paramètres vous permettent de personnaliser vos parties. Vous pouvez librement en appliquer un ou plusieurs à tout scénario existant, que celui-ci soit issu du jeu de base ou des extensions. Ils vous permettront de modifier votre expérience de jeu en alternant l'équilibre normal de la partie pour votre plus grand plaisir. Alors, on va juste regarder KO de cartes, puisque les autres sont vraiment plus axés multijoueurs. Lorsque vous défaussez une carte, détruisez-la à la place. Puis prenez la première carte de la pioche correspondante à cette carte et placez-la dans votre défausse. Défaussez normalement les cartes spécialisation et caractéristiques. Même si vous utilisez une carte savoir pour remettre un sort de votre main, le sort est détruit et vous recevez la première carte de la pioche de sort à la place. Et nous allons terminer cette vidéo sur le combat contre une colonie de créatures. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a parlé de ces jetons. Si un héros entre sur cette case, il déclenche un combat contre une colonie de créatures. La mise en place est la suivante. Vous placez vos 5 unités sur les 6 cases du milieu, comme vous le voulez. Et ensuite, vous devez regarder dans le livre de mission de bataille navale
voir quelle créature vous allez affronter en fonction de la tuile. Ici, on prend cette tuile-là, et c'est une cache des diablotins. Et les unités qu'on va affronter, ce sont 4 familiers. Pour ce genre de combat, il y a des cartes spécifiques, avec ce dos-là. Je vais alors prendre mes 4 familiers, et je les place dans les 4 coins. Ensuite, il va falloir placer les jetons unités nombreuses qu'on a vu plus tôt. En mode facile, on place un jeton. En mode normal, 2, difficile 3 et impossible 4. Imaginons que nous sommes en mode normal, je dois piocher au hasard 2 jetons, que je vais venir placer aléatoirement sur 2 de mes familiers. Par exemple, sur celui-là, je vais placer ce jeton-là, qui va lui apporter 2 en initiative. Et celui-là sur ce familier ici, qui va augmenter sa valeur de combat de 1. Donc au final, on se retrouve avec à droite 2 unités classiques et à gauche 2 groupes d'unités. Ce type de combat ne nécessite pas de mouvement supplémentaire si vous dépassez un tour, comme un combat contre un autre héros ou un combat contre une unité azur. Et aussi, une petite remarque, les combats contre les colonies de créatures n'ont pas de niveau de difficulté. Vous ne pouvez donc pas procéder à un combat instantané. De plus, ces cases ne vous prodiguent aucun gain d'expérience, mais vous y trouverez de nombreuses ressources. Et voilà concrètement ce que vous trouverez pour le mode solo pour ces extensions. Et bien évidemment, on en a parlé, mais on a donc 3 nouvelles factions et 3 nouveaux livres qui nous apportent une campagne pour chaque faction. Si jamais vous avez détecté une erreur de règle lors de la vidéo, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Un errata sera ajouté dans la description de la vidéo et une mise à jour de l'aide de jeu sera faite si besoin.